Bonjour à tous et bienvenue. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler ma mission, inspirer les gens à faire des choix plus conscients pour leur santé afin qu'ils deviennent les protagonistes de leur propre bien-être psychophysique. Dans mon podcast, j'invite des experts, des personnes qui m'inspirent ou qui partagent ma passion pour l'optimisation de la santé et le biohacking. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce terme, le biohacking est en fait l'art de développer notre potentiel. Être un biohacker, c'est avant tout un état d'esprit, une mentalité, le désir de devenir la meilleure version de soi-même. Ce qui caractérise tous mes invités, c'est la conviction qu'améliorer sa santé de manière préventive est toujours plus bénéfique que de traiter la maladie. De nombreuses maladies pourraient être évitées si les gens commençaient à prendre conscience de leur corps et de son fonctionnement. Je tiens à vous rappeler que toutes les informations contenues dans ce podcast sont purement informatives et indicatives et qu'elles ne se substituent pas à une consultation médicale ou thérapeutique. Si vous êtes un fan de ce podcast, aidez-moi à le diffuser au plus grand nombre. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez parrainer ce podcast, vous pouvez envoyer un courriel à vanessa.bertinotti@gmail.com. Aujourd'hui, nous parlerons de biohacking, médecine de précision et longévité avec le docteur Guénolé Ador, ancien médecin-chef de la clinique Naissance et une personnalité reconnue dans le monde de la médecine anti-âge et de la médecine de longévité. Avec des racines profondément ancrées dans l'anesthésiologie et la médecine intensive, le docteur Ador a réussi à faire le saut d'une formation médicale traditionnelle pour devenir un consultant de premier plan en matière de médecine de longévité et de médecine régénérative. Actuellement basé en Suisse, il consacre son expertise au conseil, à la médecine de conciergerie et à la création de cliniques de longévité de pointe. Bonjour Guénolé et bienvenue. Bonjour Vanessa, merci de l'invitation. Alors, je suis très heureuse que tu aies accepté mon invitation car tu es un médecin avec une mentalité de biohacker, un profil encore assez rare aujourd'hui dans le monde de la santé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu nous raconter ton histoire, ton parcours et comment ta mission de médecin a-t-elle évolué au cours des années? Oui, alors écoute, je vais commencer peut-être juste par mon parcours médical. Effectivement, je me suis formé dans une médecine traditionnelle avec un grand intérêt pour le secours, le sauvetage. Donc j'ai commencé à faire du sauvetage dans les hélicoptères. Et puis l'anesthésie m'a toujours paru quelque chose qui m'intéressait beaucoup, ce côté très technique aussi, avec des drogues que tu utilises, avec un effet très, très rapide que tu vois au niveau du patient. C'est fascinant de mettre quelqu'un, de le plonger dans un sommeil hypnotique et puis de le réveiller. Et puis après, j'ai décidé que j'avais envie d'augmenter ma formation en faisant les soins intensifs. Mais je pense que rapidement, durant ces années que j'ai passées à l'hôpital, en étant confronté à la maladie, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, par rapport à toutes ces personnes que je voyais vivre plus longtemps, mais malades, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'être plus proactif et plus préventif pour en fait améliorer la qualité de vie des gens. Et puis en fait, je pense que c'est ça qui m'a donné envie de m'intéresser plus profondément à la médecine de la longévité anti-âge. Et puis moi-même, personnellement, je pense que ça fait, en fait, depuis que je suis né, que je suis un biohacker, parce que je me suis toujours intéressé à ma propre santé. Mes parents étaient médecins et puis on en discutait assez souvent à la maison. Et j'ai toujours aussi aimé la performance physique personnelle. Je suis un sportif, disons que passionné, totalement amateur, mais passionné. Je continue de pratiquer, donc c'est quelque chose qui m'a aidé dans ma capacité d'aller plus au fond de moi-même. Mhm, mhm. Et tu es aussi un homme aux talents et aux intérêts multiples, un aventurier passionné, amateur justement de sport de plein air et aussi de musique. Est-ce que tu as envie aussi de nous raconter un peu ce côté aventurier? Qu'est-ce que tu as voulu faire ou qu'est-ce qui te pousse comme ça, à des limites peut-être aussi, à la performance? Mhm. Ouais, alors, je pense que toujours, de tout temps, j'étais assez énergique, un enfant avec beaucoup d'énergie et d'envie de création et d'investissement personnel.
j'ai fait le conservatoire de musique classique à Lausanne et puis après aussi l'école de jazz. J'ai toujours beaucoup aimé jouer de la musique. Bon, je me considère plutôt comme une personne qui a envie de jouer du piano parce que je suis vraiment pas un très bon. Enfin, pour moi, je ne considère pas être un très bon pianiste, mais je suis très fan de jazz, de musique classique et puis je continue de jouer un petit peu à la maison avec des amis. Puis pour ce qui est de l'aspect aventurier, c'est vrai que j'ai un grand intérêt pour toutes les expéditions qu'on peut faire dans la nature et puis d'aller dans les recoins reculés du monde. Et j'ai deux, en fait, on va dire, passions dans l'aventure qui sont la navigation à la voile et puis l'alpinisme et le ski et la haute montagne. Puis du coup, j'ai combiné tout ça dans une expédition en 2010 où je suis parti avec deux amis pour en fait faire la traversée de la Suisse et de la France à vélo, puis ensuite traverser l'Atlantique à la voile avec un voilier qu'on avait préparé, où moi j'étais le skipper. Et puis après, on a gravi le sommet de l'Amérique du Sud, donc la Concagua, à près de 7000 mètres. Et puis avant, j'avais déjà fait une expédition à 7000 mètres au Népal. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, tout ça m'a aussi fait un peu m'intéresser à la physiologie humaine et puis à comment on peut utiliser en fait justement le biohacking pour améliorer ses performances ou alors peut-être juste sa capacité de résilience et d'adaptation à des climats ou à des conditions extrêmes comme la haute montagne ou la navigation en mer où en fait par exemple là qu'est-ce qui conditionne donc la capacité à faire ça, c'est gérer son sommeil et puis de s'adapter à des rythmes de sommeil fragmenté et tout ça est très très intéressant de le vivre, de l'expérimenter puis après de réussir à l'optimiser. Je pense qu'en fait quand j'ai fait ces expéditions j'étais pas encore on va dire au niveau que j'ai actuel de maîtrise du biohacking et que je pense que ça m'aurait beaucoup servi pour améliorer ça. Après, évidemment, il y a quand même toujours les aspects contraignants de la haute montagne, du fait d'être loin de chez soi qui empêche d'avoir accès à toutes les capacités de biohacking qu'on a. Mais par exemple, je pense à la montagne, j'aurais pu prendre des adaptogènes comme la rhodiola ou pour améliorer le ginseng pour améliorer d'ailleurs j'en prenais parce que les Sherpas en prenaient pour améliorer mon acclimatation à la haute montagne. J'aurais peut-être plus utilisé ma respiration. Puis par exemple j'étais pas encore autant dans la nutrition à cette époque, donc c'était quoi 2007, donc je faisais déjà un peu du low carb sans le savoir parce que finalement on fait tellement d'efforts et on mange peu, mais je pense que j'aurais pu carrément plus utiliser la cétose et puis deux trois techniques nutritionnelles et comme adaptogène, est-ce que tu utilises aussi des champignons médicinaux? Ouais, tout à fait. Ouais. Ça, je peux en parler après, ou on peut rentrer dans les détails même si tu veux maintenant, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup à chercher là-dedans et je pense que ça va un peu de briques, de pair avec maintenant tout ce qu'on voit sur le microdosage de psilocybine, de LSD pour le traitement des traumas neuropsychologiques. Je pense qu'il y a une énorme recherche là qui existe déjà depuis des années, mais je pense que depuis quelques années, là, il y a un grand boom dans le domaine. Et je suis convaincu que d'ici quelques années, en fait, il n'y aura plus de place pour les antidépresseurs standards, et puis qu'on va prendre que du microdosing de ce genre de thérapie. Alors évidemment qu'ils doivent être combinés et guidés par un thérapeute, je pense. Il faut faire attention de ne pas partir dans l'autre côté, qui est le macrodosing, que beaucoup de gens, parce qu'on considère que le LSD peut être utile, trouvent des excuses pour dire que d'halluciner 2 fois par semaine avec ça, c'est bien, mais je pense qu'il y a beaucoup à étudier dans ce domaine. Ouais. Et que signifie pour toi le terme santé? Alors, ça m'a intéressé d'avoir cette question et du coup, je pense que j'ai un peu cherché, puisque pour moi, d'ailleurs, je suis content de voir que finalement, la définition de l'OMS a changé dans ce domaine, mais c'est que maintenant, si tu veux, la santé, c'est considéré comme un état complet
de bien-être physique, mental et social, et que ça ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que finalement, il y a cette notion de bien-être et qui doit être prépondérant, et qui finalement mène en fait, indirectement, un peu inconsciemment, à cette notion de prévention, à mon avis. Et ces dernières années, la recherche a fait des progrès inimaginables. De nombreuses preuves confirment aujourd'hui que la génétique ne détermine qu'en partie notre destin, et que nous pouvons faire beaucoup grâce à notre style de vie pour nous protéger des maladies et vivre plus longtemps en bonne santé. Peux-tu nous expliquer ce que l'on entend par épigénétique, et comment l'épigénétique influence nos gènes? Mm-hmm. L'épigénétique, c'est un domaine passionnant et qui est en constante évolution, qui joue un rôle crucial dans notre compréhension de la santé et de la longévité. L'épigénétique, ça fait référence à l'étude des modifications chimiques et physiques qui se produisent dans notre ADN et les protéines qui sont associées, les histones. Ces modifications, elles ne changent pas la séance d'ADN elle-même, mais en fait, elles peuvent activer ou désactiver les gènes. J'aime bien donner cette image de l'orchestre symphonique. Imaginez votre génome comme un immense orchestre symphonique, où en fait les gènes sont les musiciens, et l'épigénétique, c'est le chef d'orchestre qui indique quand et comment les musiciens doivent jouer. Et puis on peut imaginer que même si la composition de l'orchestre, en parenthèse, imagée par la séquence d'ADN, reste la même, la musique, donc l'expression génique, elle peut changer radicalement selon la direction du chef d'orchestre. L'épigénétique, elle est influencée par divers facteurs, notamment l'environnement, le style de vie, l'alimentation, le stress, l'exercice. Par exemple, une alimentation riche en certains nutriments peut entraîner des modifications épigénétiques qui activent des gènes favorablement à la santé et désactivent ceux qui peuvent contribuer à des maladies. Et puis de même, des études ont montré que le stress chronique peut entraîner des modifications épigénétiques défavorables. Puis ce qui est particulièrement fascinant, je trouve, c'est que certaines de ces modifications épigénétiques peuvent être transitoires, tandis que d'autres peuvent être plus durables et même transmises aux générations suivantes. Donc ça signifie en fait que nos choix de vie et nos expériences peuvent avoir un impact non seulement sur notre propre santé, mais aussi potentiellement sur celle de nos descendants. Donc juste en résumé, pour l'épigénétique, ça offre une perspective, je pense, assez puissante sur la façon dont nous ne sommes pas entièrement définis par notre génétique, mais plutôt sur la façon dont l'interaction avec nos gènes et notre environnement façonne notre santé et notre longévité, et puis que cela ouvre la porte à des stratégies de biohacking et des modifications de style de vie pour optimiser le bien-être et retarder les processus de vieillissement. Oui, clair. Et pourquoi vieillissons-nous? Quels sont les mécanismes derrière le vieillissement? C'est une question c'est très large. Alors, je vais essayer d'y répondre de la manière la plus précise possible, et puis ça va quand même générer, je pense, une réponse assez longue, mais j'ai envie d'en parler parce que c'est important. Le vieillissement, c'est un processus complexe et multifactoriel qui a été un sujet de recherche intense. Pour expliquer pourquoi nous vieillissons, je pense que c'est utile de se référer en fait à ce concept des hallmarks of aging. C'est un cadre conceptuel qui identifie les principaux mécanismes biologiques qui contribuent au vieillissement. Ces hallmarks offrent une vue d'ensemble de tous les processus internes qui mènent au vieillissement et aux maladies liées à l'âge. Et puis en fait, récemment, il y a une extension à 12 hallmarks of aging qui fournit un cadre encore plus complet pour comprendre le vieillissement. Alors je vais essayer d'expliquer chacun de ces marqueurs. Donc, le premier, c'est l'instabilité génomique. C'est l'accumulation de dommages dans l'ADN au fil du temps qui conduit à des mutations et des dysfonctions cellulaires. Le deuxième, c'est le raccourcissement des télomères. Les télomères, c'est ces espèces de petites protections, c'est des extrémités des chromosomes qu'on peut comparer comme à un espèce de la petite capsule plastique qu'on a au bout des lacets, qui avec le temps, si elle s'abîme, en fait ça effiloche le lacet, puis après il est plus utilisable. Et ben, c'est un peu la même notion. Ces télomères, en fait, ils raccourcissent à chaque division cellulaire, puis ça conduit à la sénescence, ce qui est le vieillissement, ou à la mort cellulaire. Le troisième, c'est les altérations épigénétiques. Donc ça, c'est des modifications dans l'expression des gènes sans changer la séquence d'ADN, qui influencent directement les aspects du vieillissement.
Quatrième important, c'est la perte de protéostase. En fait, c'est la diminution de la capacité de la cellule à maintenir les qualités des protéines, qui entraîne des accumulations de protéines qui sont mal repliées. Puis, par exemple, pour donner un exemple de biohacking, là, le sauna et les bains froids permettent d'améliorer cette reconstitution en protéines en activant les protéines du choc thermique. La cinquième hallmark, c'est l'autophagie qui est déficient. Donc là, c'est la réduction de la capacité des cellules à éliminer les composants endommagés ou inutiles, ce qui est crucial pour le maintien de la santé cellulaire. Le sixième, ce serait la sensibilité aux nutriments qui est dérégulée. Donc on a une dysfonction dans les voies qui détectent et répondent aux nutriments, qui affectent le métabolisme et la croissance cellulaire. Et puis, par exemple, l'augmentation du glucose dans le sang en fait partie. La dysfonction mitochondriale, ça je crois que c'est quelque chose qui est vraiment pour un biohacker essentiel. La mitochondrie, donc c'est ces petites organelles qui fournissent notre énergie au quotidien. Et puis la réduction de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la production de radicaux libres par ces mitochondries mènent au vieillissement cellulaire. J'en ai parlé tout à l'heure, mais le huitième, donc c'est la sénescence cellulaire. C'est cette accumulation de cellules âgées qui ne se divisent plus, mais sécrètent des facteurs inflammatoires, puis qui en restant là, créent ce qu'on appelle l'inflammaging. Et puis en fait, on les appelle les cellules zombies parce qu'elles arrivent à rendre d'autres cellules jeunes vieillissantes. Donc c'est très important à cibler ces cellules sénescentes. Le neuvième serait l'épuisement des cellules souches, avec une réduction du nombre et de la fonctionnalité de ces cellules souches qui limite la capacité de régénération et de réparation. En fait, les cellules souches, on en a tous dans notre moelle osseuse, en fait, dans tous les tissus, puis elles sont là en fait pour venir réparer nos tissus, d'où maintenant un intérêt croissant pour les thérapies aux cellules souches. Le dixième, c'est hallmark, ce serait la communication intercellulaire qui est altérée. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une détérioration de la signalisation entre les cellules qui contribue à l'inflammation puis aux dysfonctions tissulaires. Et puis, le 11e, c'est l'inflammation chronique, donc tout récent. On voit que l'augmentation systémique de l'inflammation à faible niveau elle contribue à diverses pathologies liées à l'âge. Et puis enfin, la dysbiose, donc c'est le déséquilibre entre les communautés microbiennes, notamment dans l'intestin, qui affecte la santé globale et potentiellement accélère le vieillissement. Donc ensemble, ces 12 marqueurs, ils offrent, si on veut bien, une vue d'ensemble sur les processus biologiques qui conduisent au vieillissement. Ils soulignent également l'importance d'une approche holistique dans la gestion du vieillissement qui implique des interventions telles que, je pense que déjà basiquement, l'alimentation, l'exercice, la régulation du stress, des stratégies de biohacking qui peuvent optimiser la santé et la longévité, puis après des interventions plus pointues et qui sont en pleine recherche actuellement. Ouais, c'est intéressant, tous ces 12 marqueurs que tu as cités. Ça m'a ouvert plein de fenêtres, mais on ne peut pas comme ça approfondir là maintenant. Une seule chose, j'ai parlé de télomère avec la professeure Immacolata De Vivo à Harvard, et je pensais justement, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle la biologie de la gentillesse, qui a été traduit en plusieurs langues. Et c'est bizarre maintenant d'entendre justement ces grands professeurs de grande école de médecine qui commencent à parler de style de vie, de télomères, mais comme les télomères peuvent améliorer, donc se prolonger, parce qu'ils peuvent s'adapter justement à des techniques ou des routines aussi que tu nous parleras peut-être plus tard, comme la méditation, comme la gentillesse, comme la musique, comme... je pense qu'on est très sensible. En fait, ce qui est impressionnant, c'est de voir à quel point on est impacté par nos humeurs, par quelqu'un qui est positif, qui est gai, qui va même le rire. Le rire va augmenter, va diminuer ton stress, va améliorer justement cette capacité de régénération cellulaire. C'est un truc... C'est assez extraordinaire de voir que, de nouveau, il y a plein de gens qui pensent que dans la science, que c'est un peu wou-wou de parler de connexion entre le cerveau et les organes. Et c'est comme par exemple, quand on parle de cohérence cardiaque, c'est le même reflet. C'est de réussir à aller rendre en cohérence des organes, mais même entre deux personnes. Quand tu es face à quelqu'un que tu n'apprécies pas, des fois, c'est même des signaux qui sont subconscients, mais qu'en fait, auxquels tu vas réagir en augmentant ta fréquence cardiaque ou en ayant c'est assez fascinant de voir comment
Je pense qu'on n'a encore pas tout compris la manière dont on interagit avec notre environnement. Oui. Peut-être une des clés, c'est aussi la stimulation du nerf vague. Peut-être après, tu vas en parler en parlant peut-être de stress, parce que justement, en stimulant ce nerf vague qui nous parcourt tout le corps, on va justement, en chantant, on le stimule aussi, en faisant des... Le humming, là. Voilà. Je fais ça le matin souvent en méditant. Mais oui, c'est très intéressant comme tu as posé la réponse à cette question, parce que justement tu as étayé, je ne sais pas si c'est juste comme mot, ces 12 marqueurs qui font aussi comprendre pourquoi le biohacking se focalise sur certaines routines et sur certaines stratégies. Exactement, je pense qu'en fait, si ça paraît un peu réducteur, mais j'ai juste basiquement parlé du vieillissement vraiment au niveau cellulaire, mais finalement c'est là qu'on doit taper, et qu'en fait il y a réellement une interaction entre ce qu'on fait et des résultats cellulaires, c'est ce qu'on vise en fait. C'est ça que les gens doivent comprendre. Oui. C'est cette liaison qu'il y a entre tout. Et est-ce que nous pouvons ralentir l'horloge du vieillissement ou la faire reculer de plusieurs dizaines d'années? Il y a un livre extraordinaire de David Sinclair qui est apparu en 2019, qui a un peu choqué la communauté scientifique, mais là, ils sont en train de comme ça confirmer ce qu'il a un peu envisagé. Qu'est-ce que tu nous racontes dans ce domaine? Alors déjà, pour commencer, effectivement, il y a maintenant pas mal il y a des scientifiques qui disent qu'on va réverser l'âge, il y a des scientifiques qui disent qu'on va être immortel, il y a des milliardaires qui investissent des milliards dans des boîtes pour effectivement réussir à trouver la pilule de la juvénilité, etc. Mais je pense que la question de savoir si on peut ralentir, inverser l'horloge du vieillissement, disons que c'est à la pointe maintenant de la recherche, de la longévité, mais je pense qu'actuellement, bien qu'on soit encore en mesure de faire reculer le vieillissement de plusieurs années, dizaines d'années, c'est pas encore le cas à mon avis. Je pense qu'il y a des stratégies prometteuses, puis des découvertes en cours qui suggèrent qu'on peut ralentir le processus du vieillissement. Moi je pense déjà, commençons par la base. Les interventions en matière de style de vie, un mode de vie sain qui comprend une alimentation équilibrée, l'exercice régulier, une gestion du stress, suffisamment de sommeil et puis éviter des toxines comme le tabac et l'alcool, ça a été démontré pour ralentir certains aspects du vieillissement. Après, je pense qu'il y a des thérapies anti-âge il y a de la recherche réellement en cours dans ce domaine pour aller cibler les mécanismes sous-jacents du vieillissement dont on vient parler. Par exemple, il y a des médicaments sénolytiques. Vous avez entendu parler des sénolytiques comme la fisétine, la quercétine, le dazaptibib, qui sont maintenant clairement des substances qu'on peut prendre. Moi, je prends un sénolytique tous les mois, en fait, parce que c'est ce qu'on appelle une thérapie où tu fais du hit and run, ça veut dire que tu tapes fort avec des hautes doses de sénolytiques, puis ensuite tu t'en vas pour justement laisser l'organisme régénérer les nouvelles cellules. C'est une thérapie c'est un mécanisme qui existe maintenant. Alors, il n'y a pas suffisamment encore de recherche, mais il y a des petits groupes, des petites études qui sont faites par des compagnies qui auraient fabriqué des suppléments qui montrent des essais. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui va clairement arriver d'ici quelques années, qui est déjà là. Après, il y a la manipulation génétique et cellulaire. Je pense qu'en termes d'avancée génétique, il y a certaines choses qui sont faites, comme l'édition de la thérapie d'édition de gènes ou des thérapies cellulaires. Je pense que là, on est encore au début de quelque chose qu'on n'est pas tout à fait... On n'a pas encore suffisamment de recul, à mon avis, pour savoir exactement comment ça va agir à long terme sur le vieillissement. Mais c'est déjà utilisé pour traiter certaines pathologies actuellement. Je pense qu'il y a beaucoup là-dedans. Puis après, il y a des suppléments et des médicaments. Tu as dû entendre parler de la metformine, de la rapamycine, du NMN, le nicotinamide mononucléotide. Il y a l'alpha-cycloglutarate, le N-acétylcystéine combiné à la glycine, qui sont étudiés maintenant pour les effets potentiels sur l'extension de la durée de vie et l'amélioration de la santé en vieillissant. Puis moi, je les prends avec ce postulat de dire que je lis suffisamment de choses qui m'encouragent dans ce domaine, sur de la recherche animale ou sur des petits groupes humains, et puis que je pars du principe que je ne veux pas attendre
de voir des études suffisamment fortes avec des valeurs qui dans 20 ans, donc quand j'aurai passé 60 ans, seront valables, et puis j'aurai, entre guillemets, raté le train. C'est un pari, et je pense que chacun doit être libre par rapport à ça, de faire ses choix, et puis d'avoir son libre arbitre, de dire ça je le fais, ou ça j'ai l'impression que c'est pas encore suffisamment abouti. Je pense que, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais chacun a dû avoir entre guillemets, un libre arbitre par rapport à la vaccination ou pas. Et puis voilà. Et puis, je pense qu'il y a aussi des recherches qui sont faites sur des espèces qui ont une longue durée de vie. Il y a des animaux qui ont une durée de vie, une longévité exceptionnelle. Et je pense que ça, c'est des indices sur les mécanismes qui pourraient permettre de prolonger la santé. Puis après, il y a tout ce qui est biohacking, approche personnalisée, en utilisant des données de santé détaillées, des analyses génomiques ou des biomarqueurs qui permettent d'affiner des stratégies de biohacking précises pour optimiser la santé d'un point de vue individuel et potentiellement ralentir le vieillissement. Mais je pense que c'est important de noter que ces stratégies, elles sont encore au stade de recherche, que peut-être on sera toujours au stade de recherche parce que je pense que c'est très très difficile, comme on disait, de faire des études sur une échelle d'une population à large spectre, parce qu'il y a tellement de différences, de biais confondants, positifs et négatifs à prendre en compte. Et puis que les interventions réellement dites pour renverser l'âge de manière significative, ce n'est pas encore une réalité absolue. Il y a les cellules souches, il y a à mon avis un énorme enjeu et quelque chose qui va arriver très rapidement, c'est les exosomes, qui sont ces espèces de nano-mRNA qui sont sécrétés par les cellules souches, qui elles vont agir ensuite sur ton propre organisme. Et ça, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce domaine. Mais ça reste des thérapies pour l'instant très très chères, des protocoles qui sont quand même relativement complexes. Et puis, c'est pas une injection quand tu as 30 ans, puis tu es good to go pour ta vie. C'est tous les 6 mois, tu dois les refaire, etc. Pour l'instant, c'est dans les 10 à 20 000 francs, voire plus le traitement. Donc, voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Non, effectivement. Mais à mon avis, en fait, c'est un aspect important. Pour l'instant, c'est une médecine entre guillemets de riche, mais on peut espérer, c'est comme pour les vitres électriques dans les voitures qui arrivaient d'abord dans les voitures de luxe et maintenant tout le monde en a. On peut espérer que ça fasse partir un mouvement vers quelque chose de positif. Et quelles sont les variables qui peuvent favoriser l'apparition d'une inflammation chronique silencieuse? T'en as cité. Ouais, alors l'inflammation chronique silencieuse, donc c'est souvent appelé simplement l'inflammation de bas grade. C'est une condition sous-jacente dans de nombreuses maladies chroniques qui sont liées à l'âge. Ça se caractérise par une inflammation prolongée dans le corps qui peut être déclenchée, exacerbée par plusieurs facteurs comme l'alimentation déséquilibrée. On sait qu'une alimentation qui est riche en sucre, en graisse végétale de mauvaise qualité, en huile hydrogénée, en aliments transformés, en glucides raffinés, ça favorise l'inflammation, comme l'excès de consommation d'alcool, donc à des doses plus que modérées. L'obésité, parce que l'extrait de graisse corporelle, typiquement l'extrait en particulier la graisse abdominale, peut produire des substances pro-inflammatoires qui maintiennent cette inflammation de bas grade. La sédentarité, manque d'exercice physique, clairement, c'est associé à une augmentation des marqueurs inflammatoires. On parlait du stress tout à l'heure, mais le stress chronique, qu'il soit physiologique ou psychologique, il peut prolonger ou déclencher une réponse inflammatoire dans le corps. Le tabagisme, fumer, c'est un puissant déclencheur d'inflammation et puis ça aggrave les maladies inflammatoires déjà présentes. L'exposition environnementale, ça malheureusement, je crois qu'on est tous exposés à ça. La pollution, l'exposition aux toxines et certaines même infections chroniques, ça peut comme l'herpès, l'hépatite, des inflammations qui sont là dans le corps, qui sont quiescentes, qui font pas beaucoup de bruit, mais qui génèrent une inflammation chronique. Les troubles du sommeil, ça c'est fondamental dans la génération d'une augmentation de l'inflammation. L'âge, et puis ça, c'est maintenant, il y a un nouveau terme pour ça, c'est l'inflammaging, c'est-à-dire que tu inflammes avec l'âge. Une composante malheureusement naturelle, mais sur lesquelles on peut lutter avec des polyphénols, avec l'alimentation, avec tout ce qu'on va discuter ensuite en termes d'outils de biohacking. Le déséquilibre microbien, ça je pense c'est le killer de notre société actuelle, parce que
la junk food crée des dysbioses chez tout le monde. Et c'est pas forcément que vous avez des douleurs inflammatoires, ça peut se manifester justement par juste uniquement des inflammations de bas grade. Et puis toutes les maladies chroniques, en fait, elles ont toutes une association à une inflammation chronique, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires ou les maladies auto-immunes. Et je pense qu'en fait, maintenant, quand on comprend la pathophysiologie des maladies, en fait, on se rend compte que c'est toujours un stress oxydatif qui commence, une inflammation, une espèce de génération d'auto-immunité. Même pour les maladies cardiovasculaires, tu génères une espèce d'auto-immunité contre ton endothélium qui a été agressé par un stress oxydatif, une inflammation qui est là. Donc clairement, maintenant, le focus doit être diminuer une inflammation. C'est rare de voir des maladies chroniques chez des gens qui ont par exemple un dosage de la CRP hautement sensible inférieur à 0,3. Tu n'as pas d'inflammation, voilà. Il faut imaginer que cette inflammation, elle est dans tous les organes et c'est ce qui crée, par exemple, ce qu'on appelle le brain fog, le brouillage cérébral des gens, ou même les dépressions. C'est en lien avec une espèce de barrière hémato-encéphalique qui est perturbée par l'inflammation, puis qui laisse passer des molécules qui ne devraient pas être dans le cerveau, qui génèrent cette inflammation. Puis après, il y a des facteurs génétiques qui peuvent aussi quand même impacter le rôle et la sensibilité d'une personne à développer une inflammation. Et puis pour ça, je pense que c'est effectivement intéressant de toujours avoir dans sa vie, une fois, avoir un test génétique pour savoir quels marqueurs on peut influencer de manière positive avec notre lifestyle. Tu as parlé de inflammaging et tu as parlé aussi de cellules souches. Peut-être juste expliquer aux personnes pourquoi ces cellules souches peuvent nous être utiles et pourquoi quand on est, on en a beaucoup et quand on vieillit, ça diminue aussi les cellules souches qu'on a dans le corps. Est-ce que tu peux peut-être parler de cet aspect? Ouais, je vais essayer de pas être... de vulgariser. Donc, en fait, les cellules souches sont à l'origine, si vous voulez, une cellule souche, elle n'est pas différenciée. Alors, moins elle est différenciée, plus elle peut donner tous les tissus dans l'organisme. Donc, il faut comprendre que quand on est, il y a un ovule, un spermatozoïde. En fait, il y a deux cellules qui se mettent ensemble, qui ensuite se développent, qui créent un blastocyste, un morula, une espèce d'amas de cellules. Et puis ensuite, il faut imaginer que c'est quand même miraculeux, mais cet amas de cellules arrive à se différencier en un tissu neuroderme, en un tissu ectoderme pour la peau, en un tissu mésoderme qui va générer d'autres tissus, l'intestin, etc. Et puis il faut après imaginer qu'avec l'âge, ces cellules très très peu différenciées diminuent, et puis qu'en fait on garde des cellules souches, même dans la peau vous avez des cellules souches. Si vous coupez, qu'est-ce qui régénère vos cellules? C'est une cellule souche d'origine qui va ensuite se différencier en une cellule spécifique pour la peau. Et c'est donc, aussi la raison pour laquelle quand, par exemple, un bébé ou une personne jeune se fait mal, ça cicatrise facilement, et quand on est plus... Exact. Non? Il y a ça, il y a la difficulté à produire du collagène, il y a en fait tout ce qu'on a expliqué, ces 12 hallmarks of aging. La dysfonction mitochondriale fait que tu n'arrives plus à produire suffisamment rapidement d'énergie, donc tout prend plus de temps. D'où l'intérêt en fait de considérer, je dévie puis après je reviens sur les cellules souches, mais considérer l'âge comme une maladie et de la traiter en tant que telle. Parce que quand tu considères que l'âge est le primum movens de tous les événements qui se passent ensuite, tu comprends comment, on va dire, impacter et prendre soin d'un corps humain. Pour revenir à ces cellules souches, alors effectivement on a un appauvrissement de nos propres cellules souches, donc c'est de plus en plus dur de les stimuler. Puis pourquoi on a un appauvrissement? C'est parce qu'en fait, on les utilise pour nous réparer à longueur de temps. Et en fait, il y en a une certaine, ça s'appelle la Hayflick limit, où en fait, à un certain stade, d'un coup, t'en as plus assez, quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, toutes ces thérapies de cellules souches viennent à la mode. Mais pourquoi les cellules souches qu'on s'injecte fonctionnent? C'est probablement justement à cause des exosomes dont on a parlé. Parce que les cellules souches sécrètent des facteurs de croissance qui permettent à l'organisme de dire ok, on va refaire fonctionner ma cellule de manière correcte. En fait, et on va les prendre où? Dans la graisse, Ouais, alors il y a plusieurs prélèvements. Il y a les cellules graisseuses effectivement qu'on peut prélever chez un être humain, mais
Nous, on peut se prélever soi-même des cellules souches dans la graisse, mais par rapport à ce qu'on vient de dire, on peut bien imaginer que plus tu es vieux, moins tu auras de cellules souches dans la graisse, plus ça va être difficile de les prélever, de les isoler. Donc après, on peut prendre des cellules souches dans le liquide dans le cordon amniotique, placenta, on peut prendre dans la moelle osseuse. Ça, c'est des techniques qui sont assez utilisées. La moelle osseuse, soit des vertèbres, soit au niveau de la crête iliaque, parce que là, les cellules souches sont le moins différenciées, si on veut bien. Puis après, ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'il y a des espèces de banking de cellules souches de personnes jeunes qu'on peut prendre et s'injecter à soi-même. Et puis là, il y a un énorme marché. Il y a encore une régulation qui est très stricte quand même dans les pays européens, même aux États-Unis. Tu as des cliniques qui fleurissent au Mexique, au Nicaragua pour s'injecter. Il y a des résultats qui sont probants, anecdotiques et dans la recherche. Je pense qu'il y a même des gens qui injectent des cellules souches pour régénérer des cartilages dans le genou. Combiné à toutes les autres stratégies qu'on peut faire autour, je pense clairement que ça a du sens. Et la différence entre, on parle souvent aussi de PRP, non? Alors, PRP, c'est du plasma riche en plaquettes, qui en fait est riche en plaquettes, qui elle aussi génère des facteurs de croissance. Mais clairement, je pense que ça a eu son essor ces dernières années, mais clairement, ça n'a pas une efficacité aussi importante que de résoudre. Non, ça n'a pas la puissance d'une injection d'exosomes. Et pour rentrer un peu dans le sujet du biohacking, peux-tu nous donner ta définition de biohacking? Parce que chaque biohacker a un peu la sienne, et puis à mon avis, le biohacking, c'est un état d'esprit, c'est pas une compétence. Donc chacun a un peu sa définition. Ouais, alors moi je pense que c'est important d'en faire. Moi je vais en faire une assez longue, dans le sens où qui intègre vraiment tout ce que c'est, pour que justement ce soit pas émotionnel comme définition. Donc le biohacking, c'est un art et une science d'optimiser le bien-être physique, mental, émotionnel grâce à l'utilisation de techniques, d'outils et de technologies. Ça implique une approche, à mon avis, proactive et expérimentale de sa propre biologie, où en fait on prend le contrôle de son corps et de son esprit pour les pousser vers leur performance optimale. Cela peut inclure des modifications dans l'alimentation, l'exercice, le sommeil, la gestion du stress, les relations humaines, sociales, ainsi que l'application de gadgets et de technologies pour suivre et améliorer ces aspects. Et les biohackers cherchent souvent à obtenir un avantage en termes de santé, de longévité, de performance mentale et de bien-être général, en se basant sur des données scientifiques, mais aussi en expérimentant eux-mêmes pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour leur corps unique. C'est une démarche qui combine curiosité, science, volonté d'expérimenter pour atteindre un état optimal de fonctionnement. Intéressant. Et tu peux nous parler aussi des piliers sur lesquels travaille un biohacker. Tu les as un peu cités déjà avant, mais peut-être juste pour faire je peux les passer en revue. Les biohackers, ils se concentrent généralement sur plusieurs domaines clés pour optimiser la santé et les performances. Ces domaines sont considérés comme les piliers du biohacking. À mon avis, le premier qui vient toujours un peu, après on peut les mettre dans chacun. Oui. Voilà, alors l'ordre n'a pas d'importance. Okay. Mais j'ai commencé par l'alimentation et la nutrition. L'optimisation de l'alimentation pour améliorer la santé et les performances, ça peut impliquer des régimes spécifiques comme le jeûne intermittent, l'ajout de certains super aliments comme certaines graisses, les esters de cétone, ou des modifications qui sont basées sur les tests génétiques ou sanguins. Gérer son sommeil, donc améliorer la qualité et l'efficacité du sommeil, ce qui est crucial pour la récupération, la performance mentale et la santé cérébrale générale. On utilise souvent des techniques et des technologies pour suivre et améliorer son sommeil. Exercice et mouvement, ça je crois que c'est primordial, c'est incorporer des routines, je dirais presque quotidiennes, d'exercices ciblés pour améliorer la force, l'endurance, la flexibilité et la santé globale. Ça peut inclure des techniques d'entraînement traditionnelles ou des techniques plus innovantes comme la haute intensité ou des entraînements en biofeedback.
Mhm. pour avoir des retours sur ce qui se passe. Gestion du stress et la santé mentale, ça c'est fondamental. Utiliser des techniques comme la méditation, la pleine conscience, la respiration profonde, les thérapies par le froid ou d'autres méthodes de relaxation pour gérer le stress puis améliorer la santé mentale et émotionnelle. Après, moi je pense qu'il y a les suppléments, hein, ça c'est une partie importante, et puis les neurotropes. Donc les neurotropes, c'est ces substances qui permettent d'améliorer la fonction cognitive pour optimiser la santé et la performance du cerveau. Technologie, self-tracking, donc utiliser des devices technologiques pour suivre divers aspects de la santé, comme les trackers de fitness, l'application de suivi du sommeil, les dispositifs de mesure de la glycémie. Biohacking avancé, des techniques plus avancées comme les thérapies géniques, qui sont, comme on a dit, encore au stade de recherche. Il y a des gars qui vraiment vont jusqu'à utiliser la technologie CRISPR pour s'injecter. Moi, je suis pas à ce stade. Hein. Je pense qu'il y a toute proportion gardée, il faut garder un certain contrôle, je pense. Mais la cryothérapie, l'hyperbarie, donc l'oxygène hyperbare, ou différents dispositifs médicaux expérimentaux. L'environnement et le mode de vie, donc ça c'est important. Améliorer l'environnement personnel pour favoriser la meilleure santé, ça peut inclure réduction de l'exposition aux toxines, création d'un espace de vie, de travail optimal, utilisation de la luminothérapie, filtrer son eau, etc. Enfin, on peut rentrer dans les détails, mais même bloquer les ondes Wi-Fi à la maison. Ensuite, le neuvième, je pense que c'est la santé, comme on parlait, la santé intestinale et le microbiome, maintenir et optimiser la santé intestinale en reconnaissant le rôle central du microbiome dans notre santé globale, et puis connexion corps-esprit, exploiter la connexion entre l'esprit et le corps à travers des pratiques comme le yoga, le tai chi ou d'autres formes de méditation au mouvement. Et je pense que ces piliers forment la base de ce que beaucoup de biohackers utilisent pour améliorer leur santé, leur bien-être et leur performance. Et puis je pense que la clé du biohacking, c'est de l'expérimentation personnelle et l'adaptation de ces principes en fonction des besoins et des objectifs qu'on a individuellement. Merci. Et souvent, justement, les biohackers ou le biohacker est perçu comme une personne anormale qui est obsédée par la technologie. On voit justement aussi les images des médias qui se focalisent justement sur la technologie, mais peu de personnes savent qu'un biohacker met au cœur de ses stratégies la nature et des pratiques ancestrales que nous, humains, avons pratiquées pendant des millions d'années. Qu'est-ce que tu peux nous raconter à ce sujet? Ouais, alors ta remarque est tout à fait pertinente. Et puis ce qui est marrant, c'est que moi, je suis assez back to the roots. J'utilise beaucoup de ce que tu viens de dire comme pratique ancestrale. Le biohacking, il est souvent associé à l'utilisation de technologies de pointe et d'approches futuristes. Mais en fait, une part significative de cette pratique, elle implique en réalité un retour aux fondamentaux naturels et aux pratiques ancestrales. Par exemple, alimentation naturelle et ancestrale. Beaucoup de biohackers adoptent des régimes qui sont alimentaires inspirés des habitudes ancestrales, comme le régime paléo. Je ne dis pas qu'il faut être paléo, j'ai mes commentaires là-dessus, mais qui disons, en tout cas, se concentrent sur les aliments de nos ancêtres, que chasseurs-cueilleurs qu'ils auraient mangé, ou le régime cétogène, l'approche basée sur la consommation élevée de graisse et faible en glucides, ce que j'ai plutôt tendance à pratiquer, par exemple. Le jeûne intermittent que je pratique. Là, on peut rentrer dans les détails de longueur, etc. volontiers, mais juste, c'est vrai que c'est pratiqué depuis des millénaires pour ses bénéfices spirituels et physiques. Le jeûne intermittent, c'est aujourd'hui populaire parmi les biohackers pour ses effets sur la longévité, l'amélioration du métabolisme et puis la santé cérébrale. Une autre notion, c'est la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques millénaires sont largement adoptées dans le biohacking pour leurs effets bénéfiques sur le stress, la santé mentale et la clarté d'esprit. L'exposition à la nature, ça je pense c'est un fondamental que beaucoup de gens oublient. Quand on regarde les Américains, ils ont une moyenne de à peu près plus de 90-95% du temps qui passe à l'intérieur, donc du temps qui ne sont pas en train de dormir, c'est juste énorme. Parce qu'on sait que passer du temps dans la nature, pratiquer comme par exemple la marche en forêt ou la baignade dans l'eau froide, c'est des pratiques ancestrales qui sont réintégrées pour leur bienfait avéré sur la santé physique et mentale par les biohackers. On a parlé un petit peu des thérapies par le froid et le chaud, donc l'utilisation de sauna, de bains chauds, de thérapie par le froid, les douches froides, les bains froids, c'est des techniques anciennes réutilisées pour améliorer la circulation, renforcer le système immunitaire, augmenter la résilience, donc la capacité de gestion du stress. On parlait de l'exercice, mouvement, exercice naturel. Plutôt que d'aller s'entraîner dans une gym moderne, il y a beaucoup de biohackers, moi intégrés,
qui font des mouvements naturels ou fonctionnels, comme il faut courir pieds nus, du yoga dehors, des exercices avec calisthénique, avec les poids corporels, des tractions. Ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une gym pour s'entraîner. Marcher, ou prendre toutes les 45. Moi, je faisais ça quand je travaillais aux soins intensifs. Comme j'avais des journées de garde qui duraient 14 heures, je savais que j'avais pas le temps d'aller m'entraîner. Toutes les 45 minutes, j'allais faire 50 burpees et puis 40 pompes. Ça avait le bénéfice de maintenir mon métabolisme élevé pour la journée, de me maintenir concentré, de me faire relâcher le stress, et puis de ne pas sombrer dans la sédentarité. Mais ça, c'est ce qu'on appelle c'est du hacking de l'exercice. Mais c'est des espèces d'énergie snack qui font que vous restez en bonne santé pour la journée. Et puis après, encore juste, connexion et communauté, reconnaître l'importance des interactions sociales, de la communication, de la connexion à une communauté, je pense que c'est important. C'est un aspect fondamental de la vie humaine depuis des siècles, et je pense qu'on a tendance à l'oublier avec beaucoup trop de réseaux sociaux, d'isolation par les différentes pandémies qu'on traverse. Donc ça a aussi un rôle sur la santé, et les biohackers sont conscients de ça en créant des communautés de biohackers, des podcasts, ça va dans ce sens, quoi. Et puis enfin, je pense la pratique de la respiration. Nombre de gens qui ne savent pas respirer, c'est assez effarant. Et les respirations ancestrales, le pranayama dans le yoga, pour améliorer la respiration, réduire le stress, optimiser les performances physiques, ou tout simplement en fait, apprendre à respirer par le nez et profondément avec le ventre plutôt que superficiellement par la bouche et avec le haut de la cage thoracique. Et ça, c'est gratuit, et en fait c'est du 101 que je pense beaucoup de gens ne sont pas conscients de l'importance que ça peut avoir sur la santé, et qui tout simplement ils ne le pratiquent pas en fait. Oui, c'est connaître surtout comment fonctionne notre corps, parce que moi aussi j'ai compris en traversant ce parcours de biohacker que je respirais avec la bouche, donc c'était une habitude chronique que j'avais prise depuis que j'étais petite. Et donc la nuit, là, je suis en train toujours d'utiliser des techniques pour respirer justement par le nez. Et la respiration, justement, a des bénéfices soit sur la performance, mais aussi sur la concentration, sur la mémoire, même tout bêtement sur la pression. Oui. Toi, quand tu respires par le nez, tu libères du nitrite oxyde, qui est un vasodilatateur, ce qui n'est pas le cas quand tu respires par la bouche. Puis l'autre chose, c'est qu'en respirant de manière profonde et lente, tu permets ce qu'on appelle une tolérance au CO2 qui s'accumule dans le sang, et puis par un effet qui s'appelle l'effet Bohr, l'effet Haldane, tu vas libérer plus d'oxygène en périphérie, donc tu oxygènes mieux tes tissus, et le CO2 lui-même est un vasodilatateur. Et oui, on le voit aussi en mesurant justement pendant la nuit les cycles de sommeil. Ouais. Si on respire correctement, on a aussi HRV meilleur, on a tous ces données améliorent juste en faisant ces petits changements. Donc tout bête aussi, la respiration, là, tu connais sûrement en boîte, là, du 4-4-4 ou qui peut être 5-5, ça peut être un petit peu différent d'une personne à l'autre, mais 4 secondes d'inspiration, 4 secondes de blocage, 4 secondes d'expiration et 4 secondes de blocage à répéter sur les cycles pendant 5 minutes, genre pour des gens qui ont du mal à s'endormir ou qui sont un peu stressés en fin de journée, ou même durant la journée, un stress boom, se poser, prendre quelques minutes pour respirer, c'est vraiment hyper efficace. Je pense qu'en fait, on sous-estime l'impact des mécanismes physiologiques qui sont impliqués par l'organisme. Notre organisme, il est puissant en termes de gestion de la récupération, de la régénération, de la réparation. Et en fait, on va toujours essayer de chercher des raccourcis ou des substituts en prenant des substances qui vont targeter qu'un effet ou même bloquer des récepteurs qui vont avoir ensuite des effets négatifs. Si on prend l'exercice physique en lui-même, il génère des milliers d'activations de gènes, et on essaye maintenant de créer des pilules, des exercices mimétiques. Mais ils vont peut-être mimer une partie de ce que fait l'exercice, mais jamais tous les effets. Et je sais pas, je trouve que je réponds toujours à ça à quelqu'un, me dire mais comment tu te sens après avoir couru
gentiment au bord du lac, et quand il faisait beau, tu rentres, tu as tout ton organisme qui est bien. Tu prends une pilule, tu n'as jamais cet effet-là. Et je pense qu'il faut aussi redonner une certaine intuition à ce qu'on ressent pour se dire que généralement les ressentis sont justes, Oui. sont associés à des mécanismes positifs qui se passent en nous. Oui. Mais je trouve que, au moins dans mon processus, ça a été qu'au début, il faut se connaître, on se mesure. Plus on mesure, plus on se connaît. Et après, la technologie, on peut l'abandonner. Les capteurs, on peut les abandonner parce qu'on a plus d'intuition qui va arriver. Donc, se connaître, s'écouter, c'est aussi peut-être le step qui arrive tout de suite après. Et peut-être aussi le fait de découvrir comment on fonctionne, on s'amuse aussi parce que souvent les personnes me disent mais t'as plus de vie sociale parce que tu vas dormir très tôt, tu te réveilles trop tôt. Pour finir, on trouve aussi peut-être on abandonne des compagnies, mais on retrouve des autres Exactement. compagnies. Je pense qu'il y a plein de gens qui adoptent maintenant ces modes de vie de plus en plus parce qu'ils voient l'impact que ça a sur eux, mais c'est pas uniquement sur la performance du sommeil, mais si toute la journée après on est plus agréable avec ses collègues, on est mieux posé, on n'est pas angoissé, on se sent bien, on y voit un intérêt. Tu parlais des trackers, moi c'est pareil, c'est-à-dire que moi je traque religieusement tout le temps mon sommeil avec ma Bagora, mais en fait je n'apprends plus grand chose et je m'amuse plutôt le matin à savoir quel score j'aurai. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le trend que ça m'a montré sur toutes les années. C'est comment j'ai réussi, par exemple, on parlait du HRV, à l'améliorer alors qu'en fait je prends de l'âge. Donc en fait c'est un très très bon signe, un marqueur que j'arrive à récupérer, à régénérer. Et puis c'est intéressant de juste pouvoir voir une fois, par exemple, l'impact que l'alcool aurait sur votre sommeil, ou que de décaler votre sommeil d'1 heure sur votre récupération, puis de se dire que tiens, je m'y intéresse parce que clairement ça a un impact favorable. Après, moi je ne m'empêche pas de temps en temps de sortir avec des amis. Il ne faut pas non plus se bloquer totalement, mais c'est clair qu'on sait très bien que moi je me couche tous les soirs à 10h. Si je me couche à 1h du matin, je vais te réveiller le lendemain à la même heure, je vais avoir perdu 3 heures de sommeil profond. Voilà, alors je prends comme une espèce de stress hormétique de me dire que de temps en temps de moins dormir, ça permet ensuite d'activer des processus de récupération ensuite. Mais et après, ça dépend aussi de l'âge où on se trouve. Moi, par exemple, en ayant 50 ans, tu te rends compte que, par exemple, aussi le jeûne intermittent que tu as parlé avant, ça devient intéressant aussi pour les femmes. Et tu le vois dans justement l'amélioration du sommeil. Moi, je saute souvent le dîner. Mais tu le vois aussi justement le jour d'après, comment tu sens, le métabolisme reprend, l'énergie. Et donc, à mon avis, aussi dans un parcours d'une personne, et tous en est unique, ça dépend vraiment aussi de l'âge, de quel parcours on se trouve. Absolument, c'est ce que je disais par rapport à la personnalisation, c'est-à-dire que le jeûne intermittent, c'est pas 16 heures de jeûne pour tout le monde. Non, une femme qui est en âge de procréation, qui a des fluctuations hormonales, tu peux biohacker ta nutrition. Ma copine, on l'a fait en rigolant, mais finalement c'est chouette. On a mis dans la cuisine une feuille elle mange, elle s'entraîne en fonction de son cycle. Mais on n'a pas la même force quand on est en phase lutéale versus en phase folliculaire. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à prendre en compte et qui est bien le problème de toutes ces études qui sont faites dans la science, c'est que la plupart déjà sont faites chez les hommes et qu'en plus, elles sont faites chez des populations qui sont totalement hétérogènes. Même si on a plus ou moins tous les mêmes besoins, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui préfèrent s'entraîner le matin, il y a des gens qui préfèrent... Moi, si tu me demandes, je sais que moi, ma période d'entraînement parfait, en tout cas en termes musculaires, c'est vers 17h30. Parce que c'est là que mon corps est le plus chaud, que je sais que j'ai ma testostérone qui monte, parce qu'on le sait, ça monte dans l'après-midi, que ta capacité de force est meilleure, que ta synchronisation musculaire est meilleure. Voilà. Après, si j'ai pas le choix du tout dans mon planning journalier et puis qu'il faut absolument que je m'entraîne le matin, je vais le faire. Mais c'est clairement quand tu commences à t'intéresser à toi-même, tu
peux te dire que tu peux appliquer certains rôles, certaines règles, mais qui ne vont pas en fait impacter totalement ta vie sociale. Et je pense que moi, ce que je trouve chouette avec cette notion de biohacking, c'est que ça permet, à mon avis, aux gens de s'amuser avec leur santé. Et puis de s'entourer de gens qui vont s'intéresser à faire ça avec eux. Et puis, on peut peut-être redimensionner l'aspect social, de se dire, plutôt que d'aller boire des bières toute la soirée, tu commences ta soirée avec des copains à aller te baigner dans un vin froid, puis ensuite tu te fais un bon repas où tu bois un verre de vin, et puis tout le monde va se coucher à 9h30. Et moi, c'est ce que je fais avec mes copains, et il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et en fait, tu vois les gens, mais tu les vois à différents moments, tu les vois mieux, tu les vois plus connectés à eux-mêmes, à toi-même, tu vis des expériences. Je pense qu'en fait, on doit vivre des expériences avec les gens. Et soi-même, on doit vivre des expériences. C'est toujours ce que j'ai adoré. Genre, quand je suis arrivé au sommet de la Concagua, j'étais bien épuisé parce que c'était peu entraîné, on venait de l'altitude, du niveau de la mer, avec mon pote, d'avoir passé tout ce temps sur un voilier. Je veux dire, on est arrivés les deux là-haut, on a pleuré parce qu'en plus on était les premiers de la journée. Je veux dire, on a fait un gros exploit par rapport au fait qu'en plus on est parti quasiment du camp de base, donc on a fait 16-18 heures de marche, tu vois, en haute altitude comme ça, mais c'est des moments qui sont inoubliables, qui sont fondamentaux, et sans aller à ce stade-là, mais juste effectivement de vivre un bain froid, de vivre un sauna avec des amis, d'aller s'entraîner, d'aller dehors, même une marche avec des gens. Tu vis différemment ta relation sociale que d'aller dans un café ou de te parler via Facebook, quoi. Oui, ça devient beaucoup plus authentique, la relation, parce que si on y pense, justement, le fait de devoir boire pour s'amuser, pour finir, ça, à la place de nous rapprocher, ça nous offusque, non? Donc, faire ces activités qui nous permettent de vivre une expérience ensemble et de nous ancrer aussi avec nous-mêmes. Je crois, comme tu disais, c'est des expériences qui portent aussi un lien très différent, beaucoup plus soudé aussi entre les personnes. Et tu as parlé aussi de ce test que tu avais fait avec ta copine sur comment s'entraîner, en quelle période par rapport aux règles. Je voulais citer justement un livre, je pense, peut-être qu'il y a aussi en français, ça s'appelle Flow Living de Alisa Vitti, c'est une best-seller américaine que j'ai interviewée aussi, et elle fait justement toute sa recherche avec justement la phase intime des femmes. Et je trouve que c'est aussi intéressant. Comment manger par rapport au cycle, on pourrait vraiment diviser chaque semaine. C'est ce qu'on a fait, on a mis une feuille de ce qu'elle a plus besoin, certains hacks de suppléments, tu sais, par rapport aux syndromes prémenstruels ou aux douleurs des règles et tout ça. Et voilà, ça fonctionne. Alors, elle n'a pas plus mal du tout, mais comparé à la douleur qu'elle avait avant, ça vraiment que ça l'impactait au point qu'elle pouvait pendant 5 jours pas s'entraîner. Vraiment des douleurs importantes, un peu handicapantes, c'est plus le cas. Et je pense que c'est vraiment, mais là de nous ça nécessite en fait de la part de la personne une sorte de proactivité, proaction par rapport à sa santé, et puis de s'intéresser. Mais ce que je trouve aussi génial maintenant, c'est que finalement avec l'intelligence artificielle, c'est un énorme aide aussi, parce que les gens peuvent se renseigner sur beaucoup de choses par eux-mêmes, en ayant des informations qui sont drastiquement bonnes. Et donc là, on a un peu, on s'est intéressé un peu au domaine féminin. Moi, je me rends compte justement que dans le monde du biohacking, il y a beaucoup plus de références masculines que féminines, et souvent des techniques de biohacking qui fonctionnent pour les hommes doivent être adaptées à l'univers féminin. Quelles sont les principales différences entre les hommes et les femmes? Parce qu'on dit souvent aussi dans les social media, les médias sociaux, les personnes un peu copient ce qu'ils voient, non? Et c'est un peu, surtout pour l'univers féminin, c'est toujours un peu dangereux, surtout parce que par exemple le jeûne intermittent, l'homme il peut pousser beaucoup plus, et donc c'est
à mon avis, intéressant de donner peut-être des infos aussi sur ce milieu. Mhm. Ouais, donc en effet, je pense que le biohacking et ses pratiques, c'est souvent influencé par des perspectives masculines. Mais il est essentiel de reconnaître que les hommes et les femmes peuvent réagir différemment à diverses technologies de biohacking en raison des différences biologiques et hormonales. Donc je pense que les principales à prendre en compte, c'est justement les hormones. Les hommes et les femmes ont des profils hormonaux différents qui influencent les métabolismes, la composition corporelle, la santé mentale, la réponse au stress. Je pense par exemple les femmes, qui ont justement, on en a parlé tout à l'heure, mais un cycle menstruel qui affecte leur énergie, leur humeur et leur sensibilité à l'entraînement et à la nutrition, doivent l'intégrer pour ne pas en fait générer plus de stress qu'il ne serait sur leur organisme. Pour la réponse aux jeûnes, pareil, les femmes elles sont plus sensibles aux effets du jeûne intermittent, notamment quand elles sont en phase de reproduction. Et le jeûne peut affecter les hormones reproductrices et le stress chez certaines femmes qui nécessitent une approche plus modérée ou adaptée. Par exemple, moi je pense que le jeûne chez l'homme, quand bien même aussi la durée du jeûne chez l'homme, à mon avis, doit être adaptée à son âge. Parce que quelqu'un qui passe 50, 60 ans, il a plutôt intérêt à diminuer son jeûne pour pouvoir avoir un apport protéique suffisant réparti sur la journée pour avoir une stimulation musculaire. Mais sans entrer dans les détails, je pense qu'une femme devrait plutôt se limiter à un jeûne de 10 à 12 heures sur une journée, qui peut aussi être en fait peut-être prolongé dans certaines parties du cycle. Puis pour la nutrition, pareil. Les besoins nutritionnels ils varient en fonction du sexe, notamment en ce qui concerne les minéraux comme le fer ou certains micronutriments. Et je pense que les phases du cycle menstruel aussi peuvent influencer les besoins nutritionnels et le métabolisme. Puis après, encore la santé émotionnelle et la santé mentale, les fluctuations hormonales impactent ton émotion. Et je pense qu'une femme qui a tout à coup des émotions de non-vie de sucre, je pense qu'elle a plutôt intérêt de se dire ok, je vais manger un carré de chocolat noir 90% pour se faire du bien, plutôt que de se faire des privations totales qui en plus ensuite peuvent mener à d'autres excès ou à une augmentation du stress. Puis après, sans rentrer dans les détails, mais il y a certaines maladies que certaines femmes ou hommes sont plus prédisposés, donc ils sont plus prédisposés à développer des maladies cardiaques à un plus jeune âge, alors que les femmes ont plus de risques de maladies auto-immunes. Donc on va aussi peut-être adapter la diète en fonction. C'est-à-dire une diète plus métabolique friendly pour l'homme et plus auto-immune friendly, c'est-à-dire vraiment une diète un peu anti-auto-immune diet pour les femmes. Puis après, le métabolisme n'est pas non plus le même, en sachant que le métabolisme basal des femmes est plus bas, que la répartition des graisses n'est pas la même. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir comme notion par rapport à l'image qu'on a de son propre corps. Parce que si les femmes s'identifient à un mec influenceur sur Instagram qui a 4% de masse graisseuse, qui en plus lui-même est déjà malsain par rapport on va dire au quota normal d'un homme, ça peut créer des déviances alimentaires et sociales qui sont importantes. Donc je pense que c'est effectivement important d'avoir des garde-fous pour ne pas partir dans les extrêmes. Intéressant. Et à quel moment la technologie entre-elle dans le processus d'un biohacker et à quel but justement? Moi je pense qu'elle entre en jeu principalement en fait, pour le suivi et l'optimisation des paramètres de santé personnelle. C'est utilisé pour obtenir des données précises sur des aspects comme le sommeil, l'activité physique, la nutrition, la réponse physiologique au stress. Et puis l'objectif, à mon avis, c'est de pouvoir permettre une approche personnalisée et basée sur des données pour améliorer la santé, la longévité et puis les performances globales. Et je pense que là, l'intelligence artificielle, avec le machine learning, ça risque bien d'être game changer pour les différents biohackers que nous sommes, parce que si tu imagines que tu pourrais intégrer des millions de données qu'un cerveau humain prendrait des années à analyser, il y a clairement quelque chose à aller chercher là-dedans, parce qu'après on peut imaginer que tu as une app de suivi personnel où tu as ton feed news quotidien, de savoir comment tu dois te diriger, comment tu dois redresser le tir. Et puis je pense que c'est quelque chose qui peut être un outil génial. Quand les tests seront moins chers, tu fais tous les mois un test de minéraux et de micro et macronutriments, et pour savoir comment tu dois réadapter ta nutrition. C'est génial. Intéressant, oui.
Et oui, après ça s'ouvre aussi le discours parce que beaucoup de médecins disent après avec l'intelligence artificielle, les médecins viendront plus consulter. À mon avis, ce sera beaucoup plus intéressant parce que Oui, maintenant, si on va chez un médecin, il a quelques minutes à nous consacrer et il nous connaît pas en fait. ouais, exactement. Et tandis que là, on va arriver chez le médecin avec des données qu'il peut interpréter, il peut. Ouais, et tu vois, là on discute entre nous, toi t'es passionné, t'es biohacker, moi je suis biohacker, médecin, spécialiste, longévité, je suis un nerd, j'adore lire tous ces trucs, Mhm, etc. Mais quelqu'un qui s'intéresserait à ça, il n'a pas forcément déjà le temps d'aller analyser les données, mais mhm, il sera tout content de les partager avec son médecin pour que son médecin le connaisse oui. et que lui vienne le fine-tuner, comme on parlait, le jeûne Ouais. intermittent. Oui, c'est plus un C'est, coaching c'est, à la c'est, fin, non? Le ouais, médecin devient un c'est de la, coach. bah, devient, c'est un peu c'est de la conciergerie médicale. Oui, Tu as quelqu'un qui fait attention à ta santé et c'est comme la médecine traditionnelle chinoise où les médecins étaient payés oui, tant que la personne restait en bonne santé. oui. Et surtout, ça peut éviter de faire des tests qui coûtent des millions qui ne servent à rien, et puis d'ensuite traiter les gens avec du diabète, pour du diabète avec de l'insuline, alors que le traitement du diabète, c'est le mode de vie, c'est l'exercice physique et la nutrition. Oui. Donc faut juste en fait réapprendre les bases, quoi. Mhm, mhm. Et là, tu as parlé de diabète, peut-être tu peux nous dire quelque chose en plus, parce que ma prochaine question était sur les wearables, donc les capteurs continus aussi, ou les devices qu'on met pour se mesurer. Quels sont justement les wearables qui nous permettent de prendre conscience du fonctionnement de notre corps et quelle est la bonne approche pour éviter le risque de tomber dans un comportement obsessif. Mhm. Par exemple, je vois que souvent, il y a les managers assez goal-oriented qui sont un peu assez performants que et ils sont très stressés. Peut-être le wearable peut être quelque chose de pas super au début. Mhm. Peut-être, mais je sais pas, toi, quand tu l'introduis, peut-être avec tes patients, et justement, quels sont les premiers, les principaux que Mhm. tu vois. Bah, je pense que les plus populaires pour le biohacking, ça inclut plutôt les montres, les bracelets, les bagues Mhm, fitness qui suivent donc la qualité du sommeil, mhm, mais ils peuvent aller jusqu'à traiter donc la quantité, la qualité de ton sommeil, ta fréquence cardiaque, ton HRV. Donc c'est cette notion de la heart rate variability, la variabilité du rythme cardiaque qui, sans rentrer dans les détails, plus elle est haute, mieux c'est. Donc ça permet d'adapter aussi ces stratégies en fonction de ça. Les niveaux d'activité physique, des monitoring de la glycémie en continu pour suivre les réponses métaboliques, les dispositifs uniquement de suivi de la variabilité cardiaque pour la gestion du stress. Et puis je pense que pour éviter un comportement obsessif, je pense qu'il faut utiliser ces devices comme des dispositifs pour informer et non pour dicter chaque aspect de la vie. C'est-à-dire que moi, je le vois comme un outil positif. C'est-à-dire que c'est pas un concours de se dire, ok, j'ai 50 de sommeil. C'est pas grave. Comment on va faire pour que dans 3 mois, tu aies 80? Et moi, pour moi, c'est un outil d'évolution, mhm, d'amélioration, ouais, de compréhension et de motivation. mhm, Euh, Tu vois, on va pas reprendre l'exemple de l'homme, du businessman over-challenging, c'en est un et je le vois souvent. Mais là, l'autre jour, j'ai un exemple qui est anecdotique, qui est assez marrant, qui est presque plus marrant, hein, c'est assez chou, mais on a mis, c'est-à-dire la fille de ma copine, elle a un peu du mal le soir à aller se coucher parce qu'elle veut rester avec nous, etc. Mais elle a 9 ans, elle doit se lever à 7 heures, et pour qu'elle ait suffisamment d'heures de sommeil, il faut qu'elle aille se coucher à 8 heures, 8h30. mhm, Donc la stratégie qu'on a trouvée, c'est de lui mettre le bracelet de monitoring du sommeil de ma copine, mhm, qui en fait lui a permis de montrer ses scores de sommeil. Et du coup, mhm, comme elle veut s'améliorer, elle veut avoir des meilleurs scores, en fait, elle va se coucher plus mhm, naturellement, plus spontanément à une heure plus précoce le soir. mhm. Ouais, Donc ça je trouve que c'est vient. des outils, c'est sympa. Puis après, tu vois, c'est assez génial de voir qu'une enfant de 9 ans, elle a 159 de HRV, tu vois. Toi, tu peines à essayer d'avoir 60, 70 tous les soirs en t'améliorant comme ça. Et c'est assez génial. Mais je pense qu'il faut éviter de se focaliser uniquement sur les métriques. Et puis se rappeler que c'est le bien-être global qui doit impliquer l'équilibre entre santé mentale, physique, émotionnelle. Et Mhm, puis que tu utilises ça
vraiment comme un peu un guide. C'est pas un juge. C'est comme quand tu fais du yoga. Oui. Quand tu fais du yoga en groupe, le but c'est pas d'être meilleur que l'autre. C'est de toi-même t'améliorer, de faire ce que tu peux. Et puis d'avoir des notions, tu vois. Et je pense que pour ces mecs-là, qui sont des overachievers, c'est des fois bien de mettre en avant le problème du stress pour que ces gens-là le traitent. Et en fait, ils vont s'énerver avec ces chiffres, mais progressivement, ils vont se rendre compte que ça s'améliore parce qu'ils appliquent les programmes. Et je pense que c'est aussi un bon moyen de rendre sensible aux gens de l'impact que certains trucs, ils auraient dit, mais c'est de la bullshit, ton truc de respiration. Ça va jamais, file-moi une pilule pour me calmer. Ouais. Ah non, ouais, ça marche, donc c'est cool. Et je pense que l'autre chose, c'est qu'aussi, c'est une notion de validation de ce que tu as entrepris personnellement, ou alors d'un programme qu'un médecin aurait fait pour toi. Tu vois. Et dans un contexte de programme, je veux dire, quand on sait à l'hôpital, quand tu fais tes KPI ou tes benchmarks, qui sont faits sur les data. Et je pense que ça peut être aussi un outil qui peut servir ensuite à la recherche, finalement. Oui, intéressant. Peut-être juste encore sur le paramètre HRV, je ne sais pas en français comment tu l'appelles, de Heart Rate Variability. Souvent, les personnes pensent qu'il y a une valeur absolue. En réalité, ce n'est pas comme ça, parce que souvent, peut-être tu peux l'expliquer mieux que moi, il y a des personnes qui ont de base un HRV plus bas et des personnes qui l'ont plus haut. Après, c'est vrai que plus on est jeune, plus cette valeur est haute. Et peut-être cette valeur aussi, pour faire comprendre qu'est-ce que c'est comment on gère le stress et aussi souvent aussi la performance aussi, non? Ouais, je vais essayer d'expliquer. Alors, c'est la variabilité du rythme cardiaque. Alors, je prends l'exemple d'un métronome qui bat à 60 par minute. Donc, ça veut dire toutes les secondes, le métronome il va taper. Et en fait, notre cœur, quand on dit qu'il tape à 60 par seconde, il tape jamais exactement avec le même intervalle entre chaque battement par minute. Donc, si tu as un battement cardiaque, tu tapes à 60 par minute, en fait, entre chaque battement, tu as un petit temps. Tu as des millisecondes d'intervalle. Et en fait, plus ces intervalles qu'il y a entre chaque battement est grand, donc en fait, on fait l'intégrale des différents battements, c'est-à-dire la racine carrée de la moyenne de toutes ces différences de variation en millisecondes par battement, plus c'est haut par rapport à toi-même, comme on disait, comme tu as dit très justement, plus c'est le reflet que tu es en mode rest and digest, relax. Ça veut dire que justement tu as une activation de ton nerf vague, parce qu'on sait que tu as deux nerfs, en fait tu as en gros deux nerfs qui gèrent ton côté stress et distress. C'est les nerfs parasympathiques, donc le plus grand étant le nerf vague. Effectivement, il innerve quasiment tout notre organisme jusqu'au viscère, donc à l'intestin. Et puis de l'autre côté, il y a le nerf sympathique, qui est lui le nerf qui va s'activer si genre tu es poursuivi par un ours dans la nature ou que tu reçois trop de mails. Et en fait, le corps n'arrive pas à faire la différence entre un ours et des mails. C'est pour ça que en fait, le stress chronique, qui est généré par cette espèce d'overabondance de stress de sociétal, génère des problèmes de stress chronique. La heart rate variability, donc, c'est le reflet de la capacité de l'organisme à se régénérer ou à être déstressé dans des moments qui ne sont pas soumis à des stress aigus. Et effectivement, ce qui compte, c'est d'avoir une évolution vers le haut par rapport à toi-même. Il n'y a pas de valeur réellement absolue qui dirait oui, bah, toi tu commences à 40, t'es bien moins. Il y a des athlètes qui ont des HRV qui sont dans les 40, 45, t'en as d'autres dans les 100. Il y a quand même une valeur un petit peu, un cut-off vers 20-25, où on sait que les gens qui ont en dessous de 20-25, ils ont quand même des taux des risques de mortalité qui sont plus élevés. Parce que ça veut quand même dire qu'ils sont clairement soumis à des stress chroniques en continu. Donc c'est aussi dans l'entraînement des athlètes, ça peut être aussi important de faire ces monitoring continus pour voir justement comment notre système nerveux autonome réagit par rapport justement à l'entraînement ou la récupération. Oui, exactement. Je pense que ça peut être aussi des warnings pour un athlète de ne pas partir dans
dans l'entraînement chronique et puis dans le surentraînement, en fait. Et quelles sont les technologies dont tu es fan et que tu utilises régulièrement? Parce que là, on a parlé de wearables, mais à part les wearables, il y a beaucoup de technologies aussi. Quels sont un peu tes jouets préférés? Voilà, je vais essayer d'être court, mais donc pour le tracking, je traque mon sommeil au Ring, je prends tous les jours, je prends mon poids et ma composition corporelle toutes les 3 fois par semaine, pression sanguine 3 fois par semaine, j'ai un CGM 3 fois par année. CGM, tu peux peut-être dire... Continuous Glucose Monitoring, c'est ces petits patchs que tu te mets sur le dos du bras pour en fait mesurer ta glycémie en continu, et j'invite vraiment tout le monde à le faire au moins... Allez, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans sa vie pour 1, déjà observer, 2, comprendre et 3, appliquer des changements pour vraiment voir sa glycémie qui est plus comme des montagnes russes, mais plus comme un lac tranquille. Parce qu'on a vu justement au début, tu as parlé de ces hallmarks of aging et une justement est la glycémie. Donc plus on a un équilibre glycémique, moins on inflamme notre corps, c'est ça? Exactement, ouais. Puis après, on sait que les pics glycémiques, en fait, si tu veux, le problème c'est qu'après le repas, tu viens faire ce qu'on appelle la glycation, donc tu viens déposer des molécules de glucose au niveau des protéines dans les vaisseaux. Ça fait comme une espèce de caramélisation des vaisseaux. Quand tu vois un biscuit crispy, faut imaginer que c'est la même chose qui se passe dans notre corps, donc c'est plutôt pas terrible. Et puis tu as le risque de partir vers des maladies métaboliques, donc le diabète et la stéatose hépatique, donc le foie gras non alcoolique, qui sont maintenant des maladies de plus en plus visibles dans notre société moderne. Et puis pour ce qui est tu disais des technos, moi j'ai chez moi un panneau de photobiomodulation que j'utilise régulièrement, 1 jour sur 2, tous les jours en hiver. J'ai un matelas d'ondes électromagnétiques pulsées où je fais de la récupération le soir. Peut-être je t'interromps sur la thérapie lumineuse et tu as parlé aussi des mitochondres. Peut-être juste expliquer... Alors la red light, en fait, donc la red light thérapie, c'est une longueur d'onde, donc la lumière rouge, qui va dans les 600 à 700 nanomètres, et la lumière proche infrarouge, 850 nanomètres, qui sont 2 longueurs d'onde qu'on trouve en fait dans le soleil. Au début de journée principalement et à fin de journée. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite tout le monde à aller dehors le matin et le soir pour voir la lumière du soleil. C'est très important pour le rythme circadien, mais ça c'est une autre question. Mais pour ce qui est de la lumière rouge, en fait on s'est rendu compte qu'elle avait la capacité de venir stimuler une protéine dans notre mitochondrie qui s'appelle le cytochrome C, qui permet en fait, une fois qu'elle est activée par cette lumière rouge ou les longueurs proches infrarouges, permet d'améliorer le flux d'électrons et donc de la production d'énergie. Donc en finalité, l'exposition à la photobiomodulation permet en fait d'augmenter son énergie dans toutes les cellules, et donc ça a en fait un espèce d'effet pléiotropique, soit pour l'amélioration de cette sensation d'avoir plus d'énergie. Ça améliore la fonction cardiaque, ça diminue la pression. C'est assez fabuleux. Et ça peut aussi être utile pendant les mois d'hiver où il y a moins de lumière. Et ça, justement, ça peut aussi régler ces rythmes circadiens que tu as parlé. Ou là, je pense que ça peut participer un petit peu. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas... C'est vraiment longueur d'onde rouge et proche infrarouge. Et pour vraiment resetter le rythme circadien, on a aussi besoin des lumières bleues et des UVA et des UVB. Et donc c'est pour ça que même en hiver, même s'il n'y a pas de soleil, en fait, on se rend compte qu'il y a suffisamment de luxe, même quand c'est nuageux. Donc les luxes, c'est en fait l'unité de l'intensité de la lumière, pour avoir une importance sur le... On parlait de ce rythme circadien, en fait c'est comme notre horloge biologique qui dit ok, à 6h tu vas te lever et puis à 10h30 tu vas aller te coucher. Et ces horloges-là sont complètement dépendantes de l'exposition à la lumière à certains moments de la journée. Alors autant la lumière vive est très importante le matin, autant l'absence de lumière et l'exposition au noir en fin de journée sont aussi primordiales pour justement remettre les pendules à l'heure, en fait, en quelque sorte. Aussi parce que ça active la mélatonine, non ? Exactement, ouais. C'est-à-dire que en fait, la mélatonine est activée de la sécrétion de la nuit parce qu'il fait nuit, et elle est inhibée le matin parce qu'on s'expose à la lumière. Mais en plus, ça a un effet vertueux, c'est-à-dire que plus on s'expose
on a remarqué que plus on s'expose à la lumière intense durant la journée du soleil, et j'insiste sur le fait que ça a besoin d'être le soleil, parce que malgré le fait qu'on a l'impression que dans une pièce très lumineuse, on peut être exposé à de la grosse lumière vive, la lumière d'un LED, la blue light d'une LED, elle ne va jamais atteindre plus que 2000, 1000 lux, alors que si vous allez dehors en été, par exemple, avec une intensité très, très intense d'une luminosité, vous avez jusqu'à 100 000 lux. Donc c'est juste, il faut considérer que c'est des facteurs de fois 100. Voilà. Et c'est vital. Et une autre question souvent que les gens me posent aussi, c'est si ces panneaux, mais là tu as un peu répondu à cette question, si ces panneaux stimulent la production de vitamine D, et donc c'est non. Non, parce qu'il faut de l'UVB. Donc il faut aller au soleil, et d'ailleurs il faut s'exposer le plus possible au soleil, avec le plus possible de parties corporelles exposées pour synthétiser cette vitamine D. Et le soleil n'a pas que des vertus de vitamine D, on sait aussi que ça fait baisser la pression. Oui. Ça fait baisser le cholestérol par le fait que le cholestérol est utilisé pour être estérifié en la vitamine D, parce que le cholestérol est un précurseur de la vitamine D. Ça a des effets anti-inflammatoires, ça a des effets, ça permet la sécrétion de la mélanopsine, la coloration de la peau pour la protéger du rayonnement. Oui. Et c'est un autre truc à faire que beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est important, c'est d'éviter à tout prix de mettre des lunettes à soleil, surtout en début de journée, parce que le fait d'exposer sa rétine à la luminosité du soleil permet la sécrétion de la mélanine en périphérie, donc au niveau de la peau. Donc le bronzage vient en fait d'une exposition de la rétine à la lumière du soleil. Oui. Moi j'ai une peau très claire, et depuis que je suis beaucoup plus exposée à la lumière et à l'extérieur, et bon aussi la supplémentation aide, et l'alimentation aussi aide, moi c'est rare que je prends des coups de soleil, c'est aussi pour cette raison. Je pense qu'on devient aussi plus protégé. Bien sûr, et puis il y a un gros problème en fait qu'on sous-estime. Mais le coup de soleil, c'est quoi en fait? C'est de la peroxydation des lipides dans la membrane cellulaire. Et puis en fait, tous les gens qui mangent trop de junk food, d'huile végétale processée et riche en oméga 6, en fait, le soleil vient faire vient générer des radicaux libres et vient brûler. Oui. Et en fait, en changeant son alimentation, donc plus de graisses saturées, du beurre, plus d'oméga 3 anti-inflammatoire, prendre genre de l'astaxanthine qui est un antioxydant qui est hydrosoluble et qui est liposoluble, qui s'accumule dans les membranes, permet d'éviter de prendre des coups de soleil. Et moi en fait je ne mets plus jamais de crème solaire, parce que la crème solaire c'est plein de pesticides et de disrupteurs endocriniens, et même ça génère de la lésion d'ADN. Mais là aussi, il faut dire justement attention aux personnes, parce que les comportements aussi des personnes, c'est je vais en vacances, je ne prends pas de soleil toute l'année, puis ils se mettent... C'est ce que je dis, il faut fabriquer son propre calice, c'est-à-dire qu'il faut aller toute l'année au soleil, développer un petit hâle, et puis les moments donnés très chauds de la journée, il ne faut pas s'exposer au soleil. Il faut aller voir le soleil du matin, voir le soleil du soir, c'est quelque chose qu'on doit absolument faire. Et quand je dis qu'on doit absolument faire, mais moi, je veux dire en hiver, des fois je suis là, mais vas-y, mais sors de chez toi. Je veux dire, je suis comme un être humain normal, mais je sais à quel point c'est bénéfique pour moi. Mais c'est vrai que ces journées d'hiver où le soleil, l'autre jour je me suis amusé à faire ça, à midi, il faisait gris plus dehors, il y avait 3000 lux. Mais par rapport à chez moi où il y en avait 100, ça fait quand même 30 fois plus de luxe, quoi. Donc je pense qu'on est complètement coupé de l'importance du soleil et de la nature sur notre santé. Et puis tu parlais du soleil aussi, moi j'ai fait de la recherche, de la littérature. En fait, les gens qui s'exposent régulièrement, comme on dit, pas par rapport à ce qu'on vient de dire au soleil, ont moins de mélanome. Oui, c'est vrai. Et le mélanome, il est généré par une absence d'exposition à la soleil, au manque de vitamine D. Cancer du sein, pareil. Mais ça, c'est des messages qui ne sortent pas dans la réalité, comme les dermatologues. Moi, j'ai aucun problème, j'ai aucune lésion cutanée précancéreuse ou disons que suspecte, et je m'expose beaucoup au soleil, mais selon ce dont on vient parler. Et il y a pour moi vraiment quelque chose à creuser en termes d'impact
de la constitution membranaire lipidique de la cellule. Et j'ai fait aussi des épisodes avec des dermatologues, mais c'est vrai, on peut en voix off, ils me disaient, oui, mais toi, tu as cette conscience, donc tu connais et tu fais aussi ces routines, tandis que c'est difficile aussi aux personnes de faire comprendre justement que c'est quelque chose, on ne peut pas leur dire, pas de crème et pas de... Mais c'est vrai que les biohackers... c'est une erreur marketing de leur part, c'est une erreur. Ça veut dire qu'il faut remettre la connaissance au milieu de la table, l'éducation, mais c'est presque c'est mensonger de dire ok, non, mais je leur vends de la crème parce que ça fait mainstream, tout le monde parle de ça, mais c'est faux, parce que la crème solaire en elle-même contient des générateurs de radicaux libres et des lésions de l'ADN dans la cellule, sans compter que ces crèmes, elles sont liposolubles, donc elles viennent s'engluer dans la mitochondrie, elles viennent dans la cellule, et elles te créent des dysfonctions mitochondriales dans les cellules cutanées. Mais ça veut dire que ces gens-là doivent aussi changer complètement leur style de vie. Clair, donc manger différemment, s'exposer au soleil différemment, prendre aussi des suppléments s'il y a justement des manques de vitamine D, etc. Donc c'est vraiment une conscience à 360 degrés. Donc, tu connais les concepts des 4 P de la longévité. La médecine de la longévité, c'est préventif, personnalisé, précision et participatif. Et le 4e P, c'est la participation de la personne dans la quête de sa santé et de la longévité. Et c'est comme tu dis, c'est le principal problème, c'est le principal frein. Mais pour moi, ça va de pair avec l'éducation, avec le suivi médical dans ce domaine-là, donc la formation des médecins avec des messages qui sont dans ce sens-là, et puis l'implication des politiciens et des industries. Ça va changer, j'espère, mais c'est important, c'est un effort collectif. Et je t'ai interrompu sur les technologies que tu utilisais. Tu étais arrivé justement à la photobiomodulation, donc c'était thérapie à la lumière rouge. Et tu en avais encore d'autres Ouais, alors moi je vais essayer d'être succinct, mais j'utilise justement des matelas électromagnétiques pulsés pour me relaxer le soir. Je fais quasiment tous les jours du sauna et un bain froid. Tous les matins une douche froide. Pour moi, c'est pas des technos, mais en fait, c'est des technos gratuites qui sont d'autant plus puissantes que d'autres. Pour moi, ma technologie principale, ma favorite, c'est de faire de l'exercice, donc que ce soit l'endurance ou de la muscu ou de l'escalade, aller faire du vélo. Donc en termes dans ma routine quotidienne, j'essaie de caser 30 à 1 heure d'exercice varié. Là, on parlait du Apollo Neuro, le stimulateur du nerf vague. Et puis après, j'utilise pas mal d'applications de méditation et de musique, des sons binauraux, puis des musiques un peu science-based pour améliorer ma concentration, ma récupération, mon repos. Et puis j'ai des lunettes de lumière bleue à la maison pour bloquer la lumière bleue le soir, mais que je mets de moins en moins fréquemment chez moi. Parce que toi, chez moi, j'ai tamisé l'environnement avec des bulbes, avec des lumières plus à incandescence, etc. Mais si je sors, ça m'arrive des fois de mettre mes blue blocking, tu vois, parce que sinon tu sais que tu finis à 11h dans un supermarché au néon méga exposé et tout. Donc voilà, et puis sinon chez moi j'ai un matelas chili pad là, qui refroidit. Donc je le mets pas en hiver, mais c'est vrai que comme disons, l'idéal c'est d'avoir une chambre qui est à 16 degrés. Donc fraîche, dans le noir, pas de connexion au Wi-Fi ou disons qu'au téléphone, donc j'ai pas mon téléphone dans la chambre. Et puis en été, je mets mon matelas à 12 degrés pour avoir un lit qui a une température optimale, pour améliorer mon sommeil profond. Et puis je filtre l'eau avec un appareil de système d'osmose inverse. Ça, c'est les principaux. Oui. Et une autre question, peut-être encore quelques questions sur la question longévité. Souvent on parle dans le biohacking sur l'âge. Est-ce que je peux te demander quel âge as-tu et quel est ton objectif dans ce contexte? Parce que
on entend 80, 120, 180. Ça dépend aussi du mindset. Il y a qui se concentre plus sur le health span et qui se concentre sur un numéro. Toi, Ouais. Non, alors moi j'ai 43 ans, puis effectivement mon objectif de longévité, ça s'aligne plutôt avec le concept du health span, c'est la durée de vie en bonne santé, qui vise non seulement à vivre plus longtemps, mais surtout vivre mieux en comprimant la période de maladie, d'invalidité. Pour moi, ça implique de se concentrer sur des pratiques qui soutiennent à la fois la santé physique et mentale, puis d'adopter un mode de vie qui favorise la résilience et le bien-être. Et franchement, j'ai absolument pas de nombre à donner. Je pense que tous les influenceurs qui le font, c'est marketing, c'est une spéculation, c'est un pari. Je pense que pour l'instant, on a prouvé que la limite de vie maximale est dans les 120, 130. Je pense que c'est quelque chose qu'en fait, on a les moyens d'atteindre. Oui. Après, ça dépend un peu. Je sais pas, mais je pense qu'avec la technologie, c'est bien possible. Après, c'est une question aussi philosophique. Moi, j'ai pas envie de vivre éternellement. J'aspire pas à l'immortalité. Parce que si on sait qu'on est immortel, est-ce qu'on se comporte de la même façon toute la journée? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on vient de discuter, si on sait qu'on est immortel, ça sert à que dalle. Parce que tu peux faire ce que tu veux, tu vas rester immortel. Oui. Donc ça donne plus tellement de sens à ta vie. Oui, moi j'ai aussi cette approche, mais peut-être parce que j'ai tout de suite pensé aussi dans mon jeune âge à la mort. Donc qui est conscient qu'on va mourir à la fin se fait ces questions et commence à comprendre justement comment il veut vivre sa vie en fait. Donc avec plus d'intensité, plus d'énergie, mais après le fait de mourir demain, c'est pas... Après, je dis pas que j'ai envie de mourir demain, mais c'est pour moi quelque chose qui peut s'intégrer totalement dans une philosophie de vie. Et puis finalement, de prendre soin de soi aussi, pour moi, c'est une façon de prendre soin des autres, parce que j'ai pas encore d'enfants, mais je pense que j'en aurai. Et du coup, je pense que prendre soi-même soin de sa personne, ça permet de prendre soin des autres. Et d'éviter, moi je vois ma mère, elle a bientôt 70 ans, je suis content qu'elle soit en bonne santé, parce qu'elle est indépendante. Oui. Si maintenant elle avait tous les problèmes qui sont liés aux gens qui ont 70 ans, parce qu'ils ont toute leur vie pas fait attention à leur bouffe, à leur exercice, à leur sommeil, etc., je te retrouve à devoir t'occuper de quelqu'un, alors que là, plutôt que de m'en occuper, je fais des choses avec elle et je vis des choses qui sont chouettes. On fait du ski de rando ensemble, on fait des repas. Elle perd pas la boule, elle retrouve ses clés de voiture, c'est sympa. Oui. Et justement, tu as parlé aussi des nouvelles plateformes d'analyse génétique. Il y a ces plateformes qui analysent justement, ils font des analyses génétiques et épigénétiques qui permettent justement d'analyser non seulement les facteurs de risque génétiques, mais aussi d'évaluer l'âge biologique d'un individu qui peut être très différent de l'âge chronologique. Selon toi, est-il important de mesurer l'âge biologique pour comprendre à quelle vitesse nous vieillissons ou pas? Et as-tu déjà testé ton âge biologique? Je pense que c'est important de le mesurer, l'âge biologique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'âge biologique, il y a l'âge biologique et épigénétique. Tu peux faire un âge biologique sur le labo, tu peux faire un âge biologique sur ta force de préhension, etc. Mais je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre à quelle vitesse on vieillit. Et puis l'âge biologique, contrairement à l'âge chronologique, ça reflète l'état de santé et le taux de vieillissement du corps, et en tenant compte divers facteurs, tels que les marqueurs génétiques, épigénétiques, le mode de vie, l'environnement. Et je pense qu'en connaissant l'âge biologique, ça permet d'avoir un aperçu précieux de la santé globale et puis de l'efficacité des pratiques de santé et de longévité. Et je pense que c'est vraiment un marqueur qui, si je te veux bien, progressivement va avoir les vertus de peut-être remplacer tout un tas de biomarqueurs qu'on dose dans le sang, parce que si celui-ci va, c'est le reflet que le reste va. Et maintenant il y a aussi ce qu'on appelle le pace of aging, ce nouveau test qui permet de mesurer la vitesse à laquelle tu vieillis à l'instant T quand tu fais le test. Ça c'est génial, ça veut dire que si tu pars dans une thérapie réjuvénissante, tu peux le mesurer en instantané. Puis moi, j'avais testé il y a quelques années, donc j'avais un âge biologique qui était 9 ans plus jeune. Et puis finalement, c'était uniquement mes habitudes de vie et puis mes pratiques de biohacking. Et je pense que ce type de résultat, il est extrêmement motivant et informatif.
parce qu'il montre non seulement l'impact positif des choix de vie, mais il offre une indication des domaines à améliorer pour maintenir ou améliorer sa santé et sa longévité. Et un autre paramètre marqueur très populaire maintenant, aussi Peter Attia en a parlé, on en parle souvent dans son podcast, c'est mesurer son VO2 max. Peut-être c'est aussi plus, comme ça, plus facile parce que on peut le mesurer facilement. Peux-tu nous expliquer un peu de quoi il s'agit et pourquoi c'est devenu comme ça important comme paramètre? La VO2 max, en fait, c'est ce qu'on appelle le volume maximal d'oxygène. Donc, c'est un volume d'oxygène en millilitres par kilo par minute. En fait, on peut comparer cette valeur à comme la cylindrée d'un moteur de voiture. Ça mesure la capacité maximale de son corps à utiliser l'oxygène pendant l'exercice intense. Et plus la VO2 max est élevée, plus en fait votre moteur, donc votre corps, est efficace et puissant. Maintenir une bonne VO2 max, c'est crucial tout au long de la vie en bonne santé, car c'est associé à une meilleure fonction cardiovasculaire et à une réduction du risque de maladie chronique. Pour améliorer ou maintenir sa VO2 max, c'est important de pratiquer régulièrement des activités cardiovasculaires comme la course à pied, le vélo, la natation. Puis on a cette notion maintenant de zone 2, qui est c'est une notion, en fait, plus ou moins, c'est un niveau d'intensité où on travaille à environ 60-70% de sa fréquence cardiaque maximale, qui est considéré comme un effort modéré qui peut être maintenu sur de longues périodes. Ça, c'est une manière de maintenir sa VO2 max. Puis après, il y a des moyens d'améliorer sa VO2 max avec des entraînements où on fait par exemple du 3 minutes à fond, 3 minutes beaucoup moins à fond, mais quand je dis 3 minutes, ça veut dire que c'est 3 minutes le maximal que tu arrives à tenir. C'est un exercice assez important, assez difficile à faire, mais ça permet vraiment d'améliorer sa VO2 max. Il faut considérer en fait que tant la zone 2, donc sa capacité cardiovasculaire de zone d'intensité moyenne, que sa VO2 max, donc sa puissance max, sont importantes, avec cette notion qu'il faut imaginer d'avoir une pyramide. Si la base de la pyramide elle est toute petite, puis que vous avez une grosse VO2 max, l'air que vous avez sous la courbe est quand même petite. Puis si vous avez une grosse base, mais une toute petite VO2 max, pareil. Donc en fait, l'idée c'est d'avoir une grosse base et puis la pointe de la pyramide le plus haut possible. Juste sans dire qu'il faut avoir des valeurs de sportifs à 70, 60, 70, 80 millilitres kilo minute, mais imaginez que si on a en dessous de 25, 30, on arrive péniblement à marcher sur une petite pente, ça met juste en lumière que si on n'a pas une VO2 max suffisante à un certain âge, quand on sait qu'on en perd à peu près 10% par décennie, si on ne fait rien, on arrive rapidement à cette valeur de 25-30 qui est limite pour les activités quotidiennes. Donc c'est cette idée-là de s'y intéresser quand on en a, si possible dès dans notre plus jeune âge, mais c'est jamais trop tard. On peut commencer à 30, 40, même 50, mais c'est vrai que la VO2 max, ça ne vient pas comme ça, c'est le reflet d'années d'entraînement. C'est pour ça que c'est important de jamais arrêter et de toujours continuer de s'entraîner. Et ça n'a pas besoin d'être ça n'a pas besoin d'être 6 heures de vélo par jour. Oui. Mais il faut intégrer, je pense, au moins 1 fois, 2 fois par année, par semaine, un entraînement de zone 2 de 1 heure, et puis peut-être de quelques entraînements de haute intensité pour améliorer cette VO2 max. Voilà, la zone 2, pour qui peut-être n'a pas la possibilité de la mesurer, c'est quand on marche ou on court et on peut encore parler, c'est ça? Ouais, ça serait par exemple, je parle comme ça dans le podcast, j'arrive à parler, mais je dois quand même, on entend que je respire, que j'ai une respiration plus, je suis essoufflé, mais je ne suis pas incapable de parler, à chercher mon air dans une intensité où j'ai des pulses à 170. Et une autre paramètre importante, si on parle de longévité, c'est aussi avoir une bonne masse musculaire. Est-ce que, soit pour notre métabolisme, mais pour notre santé et pour notre longévité, est-ce que tu peux aussi la résumer en quelques minutes pourquoi c'est important de travailler notre masse musculaire? Donc la masse musculaire elle est essentielle pour le métabolisme, pour notre santé et notre longévité pour plusieurs raisons. Donc premièrement métabolique, parce que le tissu musculaire il est métaboliquement actif, ça veut dire qu'il brûle les calories même au repos. Donc on sait que quand on a une masse musculaire plus importante, on peut
maintenir un métabolisme sain et un peu prévenir l'obésité. Il faut juste mettre une parenthèse là-dedans, c'est qu'on a quand même vu que le métabolisme de base d'un athlète, il n'augmente pas énormément. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut l'imaginer comme une espèce d'éponge. Donc quand on mange du sucre, il va absorber ce sucre, qui ne va pas rester en périphérie. Oui. Donc ça veut dire, mettons que tu as quelqu'un à poids égal, mais qui est beaucoup plus musclé que quelqu'un qui est un peu ce qu'on appelle skinny fat, donc pas très musclé et fin, bah lui, s'il mange la même quantité de glucose, il va tout de suite la mettre dans les muscles. Oui. Alors que le sédentaire plutôt maigre va pas le faire, ça va s'accumuler dans la périphérie et être transformé en lipides. Ensuite, d'un point de vue juste stabilité et mobilité, les muscles sont cruciaux pour l'équilibre, la coordination, la prévention des chutes, ce qui est très important quand on vieillit. Si on prend une mamie qui n'a pas de muscles, qui se casse le col du fémur, la pauvre, elle risque bien de mourir à l'hôpital. Alors que si on a certaines réserves, la réserve, elle est importante. Pourquoi aussi? Parce qu'elle protège déjà l'os à la chute, mais aussi parce que si on est alité pendant un mois, on va perdre du muscle, mais au moins on a quand même un tout petit peu de réserve. Oui. Parce qu'après, à un certain âge, c'est hyper difficile de prendre du muscle. Donc il faut avoir une certaine réserve pour voilà. Puis après, la prévention des maladies, ça réduit le risque de maladies chroniques telles que le diabète de type 2, les maladies cardiaques et même les cancers. Ça permet d'améliorer la récupération et la résilience, comme je disais, par rapport à des maladies comme la chirurgie. Longévité, on sait que la masse musculaire est associée à une meilleure survie chez les personnes âgées. Et puis la qualité de vie, je pense que voilà, on a tous envie de pouvoir utiliser nos muscles pour même les activités quotidiennes. Tu dois prendre une valise, la mettre dans le train, dans le haut d'un compartiment, tu dois avoir une certaine musculature dans ton épaule qui permet de le faire. Et maintenant, je pense qu'il y a de plus en plus d'études vraiment très positives qui sont intéressantes pour montrer que le muscle en lui-même, c'est un générateur de molécules qui sont intéressantes pour le cerveau, pour tous les organes en fait. On interagit, c'est-à-dire qu'on n'est pas compartimentalisé. On est un être humain dans une intégralité. Tout le monde communique avec tout le monde. Oui. Et tu as parlé de l'importance aussi de l'alimentation, donc dans le biohacking, mais en général pour être en bonne santé. Souvent, surtout dans les socials et un peu dans les médias, les personnes considèrent leur régime alimentaire comme le meilleur régime de la planète et la nutrition est devenue une sorte de dogme pour beaucoup de gens. Comment penses-tu que les personnes peuvent surmonter leurs préjugés? Que peuvent faire justement pour trouver leur style alimentaire qui leur convient le mieux? Parce qu'il y a un peu ces tribus, le végétarien, le carnivore, c'est un peu... Et en plus, ce qui n'aide pas, c'est qu'il y a des experts aussi qui rentrent dans ces tribus, parce qu'il n'y a pas seulement les gens communs, mais aussi les scientifiques commencent à faire ce discours-là. Et c'est un peu la catastrophe. Aussi, en parlant de viande, dans le biohacking, souvent la viande n'est pas... est quelque chose qui est bien vu, la viande grass-fed. Qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce milieu-là? Parce que... moi j'aime bien, j'ai eu plusieurs fois cette question et puis j'ai une phrase qui a assez résonné en moi qui montrait pour moi la polarisation et l'émotionnel qui est mis dans le domaine de la nutrition. Ça peut, c'est une citation, mais c'est entre guillemets, la religion est une culture de foi, la science est une culture de doute. Et j'aime bien ça parce que finalement c'est vrai que la nutrition, elle n'est pas la même pour tout le monde. Il y a des grandes bases fondamentales, genre pas processé, pas industrialisé, pas ci, pas ça. Mais ensuite, chacun doit trouver un peu un équilibre qui lui convient. Puis je pense que pour surmonter les préjugés en matière de nutrition, puis trouver un bon régime, c'est important d'adopter, je pense, une approche qui est plus ouverte et individualisée. Déjà, ça passe par l'éducation et l'information. Ça, c'est très important. L'écoute de son corps. C'est consulter des experts en nutrition qui sont eux aussi pas biaisés. Voilà. Avoir une expérimentation personnelle en essayant divers régimes de manière contrôlée puis en notant les effets sur la santé, c'est-à-dire en notant ses effets sur son inflammation, sur son énergie, sur perte ou prise de masse musculaire, ta perte de graisse, son métabolisme,
Et puis, conserver, je pense une sorte d'équilibre et de modération, parce que suivre des régimes extrêmes, c'est chercher ça peut être chercher un équilibre qui va être justement le déséquilibre, et puis être ouvert d'esprit et flexible. Et puis si tu veux juste que j'aborde la question de la viande, moi je suis favorable à la viande car elle comprend toute une série de nutriments qui sont essentiels et vitaux, comme les protéines, qui comportent des acides aminés essentiels, les minéraux, les vitamines du groupe B, la carnitine, la carnosine, la créatine, l'ancérine, la taurine. Tout ça, c'est des noms carnés parce que c'est des molécules qui sont trouvées uniquement dans l'alimentation animale. Seulement, la viande, elle doit être d'une grande qualité, elle doit être issue d'une agriculture qui est biologique et régénérative pour éviter les pesticides, les hormones et le respect de l'animal. Et puis c'est là que la différence est importante. Et je pense qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la viande qui ne tiennent pas compte de cette perspective, et puis qui en fait étudient des populations qui mangent des burgers avec des frites, avec des bières, des populations obèses américaines, qui n'est pas pareil que de contrôler. En plus, il y a beaucoup de ces études qui sont faites où tu te rends compte que, par exemple, il y en a une dernière, là, ils ont fait maintenant un reportage sur diète omnivore versus vegan sur Netflix. Ouais. C'est juste une propagande végane, parce que si tu regardes l'étude, les véganes mangent moins de calories, et puis si tu vas en profondeur chercher les marqueurs, les HDL, qui sont plutôt des marqueurs de santé cardiovasculaire, diminuent chez les véganes. Ils ont une augmentation des triglycérides, ils ont une diminution de leur masse maigre, et ils ont une insatisfaction par rapport au régime. Et quand tu regardes même ce qu'ils ont fait par rapport aux Blue Zones, les Blue Zones, il y a plein de ces Blue Zones qui mangent de la viande. Oui. Mais ces questions, là de nouveau, c'est très important, la qualité, essentielle. Et puis aussi que ce soit une alimentation qui soit intégrée dans une alimentation qui est riche en fibres, avec des légumes, des végétaux, des fruits qui donnent les polyphénols, qui sont importants pour ton microbiome, et puis qui mitigent certains aspects qu'on pourrait être, disons que délétères avec l'inflammation de la viande. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui doit être pris, mais dans une intégralité, et aller dans la granularité de la différence. Genre, une carotte, c'est pas une carotte. Oui. Il faut toujours être aussi attentif à qui finance ces études. Oui. Tu as parlé là de Netflix, j'étais regarder un peu qui a financé ça. C'est intéressant. Je ne vais pas citer, mais voilà, c'est important d'aller rechercher aussi un peu une vérité. Ouais, puis faire attention aux biais de sélection, voilà, les biais de confondants. C'est essentiel. Et une dernière question avant de te laisser aller. Quel est le message que tu aimerais laisser à tous ceux qui nous écoutent ? Écoute, moi, ce que j'aimerais partager avec tous ceux qui écoutent, c'est finalement de leur donner envie de prendre soin activement de leur santé, de leur bien-être. Pour moi, la santé, c'est vraiment, comme on disait, pas une absence de maladie, mais un état de bien-être physique, mental, émotionnel complet. Je pense que c'est important d'être curieux et informé sur les avancées en matière de santé et de bien-être, en restant critique et réfléchi. Et puis, jamais oublier que chaque individu est unique, et ça signifie que finalement, ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. C'est important d'écouter son corps, d'être ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Et puis, il ne faut pas avoir de peur finalement, de demander de l'aide d'un professionnel lorsque c'est nécessaire. Et puis, je pense que se rappeler que la poursuite d'une bonne santé, c'est un voyage, que ce n'est pas une destination, et que ce voyage, il en vaut la peine. Merci Guélané, c'était vraiment intéressant et un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et j'espère que peut-être on pourra en futur refaire quelque chose sur un thème spécifique. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi.